C'est parti, donc on vous présente le rêve. Donc ça, c'est la couverture du petit livret qu'on a mis en ligne et qu'on va aussi envoyer en version papier pour ceux qui le souhaitent. Et puis donc, on va reprendre un peu en gros le sommaire en essayant de détailler rapidement un peu tous les points pour vous expliquer d'où on est parti et comment on en arrive à notre rêve. Donc la première étape, c'est en gros ce qu'il faut changer et pourquoi on n'y arrive pas. C'est un peu notre constat et ce qui nous amène à ce rêve-là, justement. Et donc, en fait, on est parti d'une situation actuelle où, en gros, on a une double problématique, en tout cas, qui nous intéresse particulièrement et qui nous semble primordiale à traiter dans les années à venir. C'est tout ce qui a trait au dérèglement climatique. Donc, on a le dernier rapport du GIEC, par exemple, qui est paru en août, qui est assez alarmant. On a les questions d'impact carbone, où en France, en gros, on est à 11 tonnes par habitant, alors qu'il faudrait viser 2 tonnes. Donc ça, c'est des problématiques environnementales assez présentes. Puis face à ça, on a aussi les problématiques de fin du mois, et notamment à travers les gilets jaunes, ou même des questions qui ont suivi le Covid, là où on voit qu'il y a des gens qui manquent de l'argent pour vivre dans des conditions agréables, on va dire, dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est un peu le constat qu'on fait aujourd'hui sur la situation et dont on aimerait apporter une réponse. Sauf que pour ça, faut pouvoir faire un petit pas de côté parce qu'on est un petit peu comme des hamsters dans notre roue, le côté métro, boulot, dodo. Et donc, voilà, on est pris dans ce quotidien-là et on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire pour diminuer son empreinte carbone. Et donc, une des solutions nous, qu'on vous propose, c'est 3 étapes pour reprendre la main sur l'écologie, sur notre vie en fait. Donc la première chose qu'on vous propose, c'est de comprendre l'équation économique de la vie. Et en fait, on la résume sous cette forme-là, revenu plus ressources doit être au moins égal, voire un peu supérieur aux besoins plus envie. Et cette équation, en fait, elle est assez importante parce que souvent, on limite à revenu doit être supérieur aux envies. Et les envies, elles sont sans cesse stimulées par le marketing, éventuellement les liens sociaux qu'on va avoir, enfin une espèce de pression sociale qui peut exister. Et donc on va vouloir toujours acheter plus. En tout cas, c'est la société dans laquelle on est qui nous pousse à ça. Et donc pour ça, il nous faut augmenter nos revenus. Déjà, on veut élargir un peu cette question parce que c'est pas aussi simple que revenu supérieur à envie. Et donc pour ça, en fait, une des premières choses, c'est d'essayer de réinterroger ces besoins pour pouvoir distinguer justement les besoins des envies. Donc pour ça, on vous propose une petite méthode assez simple qui s'appelle la méthode BISOU. Donc BISOU, c'est un acronyme. Et donc le B, ça veut dire besoin. Donc les besoins, c'est plutôt les besoins psychologiques, un peu. Est-ce que ça répond à quelque chose sur l'estime de soi, sur la reconnaissance des autres ou des choses comme ça. Donc souvent, on prend l'exemple d'un t-shirt, par exemple. Si vous voyez un t-shirt en promotion, en fait, est-ce que ce t-shirt-là, vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça va vous apporter un confort psychologique plus important une fois que vous l'avez acheté? Le I, ça veut dire immédiat. Donc, est-ce que, par exemple, ce t-shirt, c'est la promotion qui vous donne envie de l'acheter tout de suite? Ou est-ce que vous pourriez l'acheter plus tard? Le S, ça veut dire similaire. Donc, c'est est-ce que vous avez déjà quelque chose qui rend le même service? Donc, si vous avez déjà 5 t-shirts et 3 chemises, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en acheter un nouveau. O, c'est l'origine. Donc là, c'est d'où il est fabriqué, dans quelle matière. Et une fois que vous êtes posé ces questions-là, est-ce que vous pouvez trouver une alternative mieux disante écologiquement ou socialement? Et enfin, U, c'est l'utilité. Donc là, c'est quel service ça vous rend, comment vous passiez de cet objet-là avant de l'acheter. Donc ça permet de trier donc, la partie droite de l'équation, un besoin plus envie. Et après, éventuellement, vous pouvez aussi développer vos ressources pour travailler sur la partie gauche de cette équation. Par exemple, apprendre à cuisiner, apprendre à coudre, réparer son grille-pain qui est en panne. Voilà, tous les savoir-faire en fait, qu'on peut développer, les compétences qui vont permettre d'augmenter son confort, mais sans forcément augmenter ses revenus. Et donc le dernier truc, évidemment, c'est de travailler sur ses revenus. Et donc là, nous, on propose le RIB. Donc c'est un petit outil qu'on a développé qui veut dire revenu induit par mes besoins. Et donc là, en gros, ce qu'on propose, c'est de reprendre un peu toutes les catégories de la vie quotidienne, donc se loger, se nourrir, se déplacer, ainsi de suite, et d'y mettre un montant mensuel. Donc, par exemple, pour me loger, j'ai besoin de 600 € par mois. Pour me nourrir, j'ai besoin de 150 €, et ainsi de suite. Et donc, on en arrive à une somme globale qui est son besoin en revenu mensuel, et de se dire après, de se poser la question, combien j'ai
combien j'ai besoin d'heures finalement, combien de temps de travail pour effectivement arriver à cette somme. Donc ce qui est intéressant, déjà, c'est de se poser la question de ses besoins et de pouvoir mettre un montant en face. Ça permet de se rendre compte que des fois, on n'a pas besoin de tant que ça, en tout cas peut-être moins que ce qu'on pensait. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être de se rendre compte que des fois, on travaille trop. On dit souvent le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est aussi du temps. Et peut-être qu'en faisant ce petit calcul-là, on peut se rendre compte qu'on travaille trop et donc finalement qu'on perd notre temps à gagner notre vie. Sauf que là, des fois, on nous répond, en tout cas, c'est ce que vous pouvez peut-être vous dire maintenant, c'est un peu un truc de bobo, parce que pour pouvoir se poser toutes ces questions-là, finalement, il vaut mieux gagner trop d'argent que pas assez. En fait, notre conclusion un peu de cette situation globale, c'est de se dire qu'en fait, la sobriété, quand elle est subie, c'est plutôt de la précarité que de la sobriété. Et puis que, en fait, la recherche des solutions, c'est souvent, en fait, ça reprend une logique un peu néolibérale de l'individualisme. En fait, c'est en gros, faites chacun votre petit effort et puis ça sera bon. Et nous, on a envie de replacer ce débat au niveau de la société, de se dire comment on peut faire tous ensemble en prenant des choix et en faisant des choses vraiment qui vont impacter le collectif, comment on peut changer les choses pour avoir des meilleures conditions de travail, peut-être augmenter les salaires, supprimer des secteurs polluants ou en tout cas contraindre plus des entreprises. Et en fait, face à toutes ces questions, ce qu'on se dit, c'est que le problème, souvent, c'est le chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir soit travailler mieux, soit contraindre des entreprises à prendre des engagements écologiques, ils vont nous répondre vous êtes bien gentil, mais en gros, moi, si vous faites ça, je vire 3000 personnes demain. Et donc, en fait, on finit par dire merci monsieur, gardez bien vos emplois et puis on va rester comme on est. Donc finalement, c'est un peu nous notre conclusion de cette situation-là et de ce qu'il faut changer et pourquoi on n'y arrive pas. C'est notamment le chantage à l'emploi qui nous bloque dans toutes les décisions structurelles qui pourraient permettre de changer la société dans laquelle on est. Et du coup, ce qui est important à voir avec ce chantage à l'emploi, c'est que c'est une problématique, en fait, dans un objectif de transition. Cette problématique du chantage à l'emploi, on la voit au niveau individuel, avec plein de gens qui veulent se lancer dans des initiatives, qui veulent développer quelque chose, mais il y a quand même le côté, il faut un emploi pour vivre et il y a 9 à 10% de chômage, donc comment on fait? Et ce qu'on n'avait pas forcément en tête avant, mais qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'on a décortiqué un petit peu tous les décideurs politiques qui ont une volonté de changer les choses, et notamment, je ne sais pas, par exemple, Cécile Duflot ou même Nicolas Hulot, dès qu'il a, même si ce n'est pas de bon ton de le citer actuellement, dès qu'il a démissionné du gouvernement ou dès que Cécile Duflot, elle disait, en fait, ce qui bloque toujours, c'est ce chantage à l'emploi avec des industries qui sont polluantes, mais aussi très pourvoyeuses en emploi. Et donc, si on n'a pas cette capacité de négociation-là, en fait, on ne peut pas mettre la transition en route. Et ça, aux deux échelles. Moi, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société et même des politiques qui pourraient avoir une volonté de faire ça. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui disait est-ce que vous pouvez définir le chantage en l'emploi? Pour moi, le chantage en l'emploi, c'est vraiment le fait, au niveau de la société, ça serait de dire si vous respectez, si moi je me place en tant qu'entreprise, je fais du chantage à l'emploi si, face à des décideurs, notamment politiques, je dis je n'accepte pas vos conditions, enfin, ça va être tel que je le veux, donc avec ma manière de faire, ma manière de polluer, ma manière de tout ça. Sinon, je détruis l'emploi ou on va ailleurs. Donc, c'est un peu comme ça que je le définirais. Je ne sais pas si Romain, toi, tu as… Ouais, moi j'aurais un peu la même vision et d'autant plus que les politiques, notamment en période électorale, ils misent beaucoup sur en gros le chômage. Leur principal message, c'est on va réduire le chômage, on va créer des emplois. Et en fait, ça, comme c'est le principal moteur des élections, en tout cas c'est un argument qui revient régulièrement et qui est assez fort, à chaque fois qu'une entreprise va dire si vous nous contraignez écologiquement, on délocalise ou on supprime des emplois. Si on paye trop de cotisations sociales, en gros, faites un CICE, sinon on détruit des emplois. Et en fait, c'est toujours la même mécanique qui va conduire à la fois à baisser les cotisations et donc, in fine, les services publics, et à la fois à empêcher la transition parce qu'en fait, ils vont dire tout l'argent que vous nous demandez d'investir pour impacter moins l'environnement, c'est de l'argent qu'on ne va pas utiliser pour employer des gens. Et comme les politiques qui sont tenues un peu par par leur programme, en tout cas par leurs annonces, ils sont enfermés là-dedans et
Et la plupart du temps, ils sont obligés d'accepter des conditions qu'on pourrait ne pas accepter si on n'avait pas cette contrainte-là, quoi. Comment on sort de ce chantage à l'emploi? Il faut créer la capacité de dire non en fait dans une négociation pour arriver à pouvoir discuter et à être à niveau égal. Il faut pouvoir dire non, ce qui n'est pas le cas actuellement avec un taux de chômage à 9%. Du coup, à l'échelle individuelle, l'idée c'est de dire non aux emplois mal payés, non aux mauvaises conditions de travail. C'est globalement voilà, de pouvoir renégocier. Et au niveau de la société, c'est un petit peu la même chose. On prend souvent l'exemple des entrepôts Amazon qui se disent, ben voilà, on sait que Amazon, in fine, détruit les commerces de proximité, mais les politiques disent, oui, mais s'ils viennent s'implanter ici, eh ben, il va y avoir 500, 1000 emplois à la clé. Et c'est ce chantage-là qui va faire que l'implantation va se faire. Du coup, pour sortir de ce chantage à l'emploi, il y a un outil qui nous paraît intéressant et on y arrive, c'est le revenu universel, avec deux points d'attention. Le premier point d'attention, c'est sur la définition. Est-ce qu'on parle bien d'un revenu universel? Parce qu'on voit qu'il y a plein de fois où le sujet vient sur le débat, mais où il ne s'agit pas vraiment d'un revenu universel. Donc, pour qu'on puisse bien parler d'un revenu universel, il faut bien qu'on parle d'une somme d'argent qui est donnée à tout le monde sans contrepartie et de manière individuelle. Et donc, la deuxième chose, c'est de se dire qu'à partir de cette définition-là, il n'y a pas un revenu universel, mais il y a des revenus universels. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le revenu universel, c'est un outil qu'on peut paramétrer de plein de manières différentes. Et du coup, nous, notre manière de faire, et on va le dérouler derrière sur le rêve, le point d'attention qu'on veut avoir, c'est de dire attention, il faut que le revenu universel il soit suffisant pour créer cette capacité de négociation. Donc maintenant qu'on a dressé le tableau de ce qu'on voudrait changer et de pourquoi on n'y arrive pas, on va vous présenter notre solution, donc le rêve pour revenu émancipateur pour vivre épanoui. Et donc notre rêve, on va vous expliquer un petit peu comment on l'a conçu. En fait, l'idée, on est parti de la devise de la République française et on s'est dit comment on peut essayer de la rendre plus concrète. Parce que le liberté, égalité, fraternité, des fois, c'est des jolis mots, mais qui ne sont pas bien incarnés concrètement dans les lois ou dans ce qui est décidé, en tout cas de manière collective. Et donc, on aime bien faire des infographies. Donc, je vous montre ce qu'on a fait pour illustrer notre rêve. Et donc, on est parti d'une situation actuelle où, en gros, quand on parle de fraternité, il y a à peu près 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment de la fraternité? Quand on parle d'égalité, on a une richesse qui, en gros, 10% des plus riches, ils ont la moitié des richesses de la France, et donc l'autre moitié, c'est 90% des gens qui se la partagent, avec certains qui n'ont rien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment de l'égalité dans cette répartition de la richesse? Et enfin, quand on parle de liberté, on a en gros entre 8 et 9% de chômage. Et donc, est-ce qu'on a vraiment de la liberté à trouver un emploi et lequel, quand on a autant de pression pour trouver un emploi dans des bonnes conditions, qu'il soit suffisamment rémunéré? Ça dépend de son métier et éventuellement de ses qualifications, de son expérience. Et en tout cas, on a une certaine contrainte à trouver un emploi. Et donc, voilà, la liberté n'est pas forcément très concrète. Donc, face à ce constat où on se dit que ça pourrait être mieux incarné, justement, cette devise républicaine, on propose une solution. Et en fait, nous, on aimerait que chacun ait un revenu suffisant. Donc, pour faire face à ce seuil de pauvreté, on se dit que le revenu universel, il faudrait qu'il soit au niveau du seuil de pauvreté pour éviter que des gens se retrouvent dans des situations critiques et donc pour augmenter la fraternité. En termes d'égalité, on a évidemment une part du financement qui va venir de choses qu'on supprime. Si on a un revenu universel au niveau du seuil de pauvreté, on n'a par exemple plus besoin du RSA. Donc la somme qui aujourd'hui sert au RSA, elle peut être réattribuée au financement du revenu universel, du rêve. Mais la plus grande partie de ce financement-là, il vient de la redistribution. Donc voilà, ça permet de remettre de l'égalité et de la justice fiscale finalement grâce à ce revenu universel. Et enfin, en termes de liberté, c'est un peu ce qu'on disait précédemment, c'est que si on met un revenu universel au seuil de pauvreté, donc autour de 1 000 € à peu près, si ce revenu universel-là il est suffisant et qu'on a moins de pression, en tout cas plus de capacité à négocier, on va pouvoir plus facilement choisir ses activités, d'ailleurs qu'elles soient rémunérées ou pas, puisque imaginons qu'on ait tous 1 000 € par mois, on peut peut-être aussi passer du temps à faire du bénévolat ou à lancer des initiatives, et notamment celles qui nous intéressent, qui sont des initiatives de la transition. Et donc tout ce temps qu'on
finalement qui est déjà rémunéré en partie, on peut l'utiliser à autre chose, ou en tout cas, on peut plus facilement choisir ses activités. Et donc, on retrouve une vraie liberté sur sa vie quotidienne. Donc, pour vous résumer un peu la manière dont on veut le financer assez simplement, donc on fixe un revenu universel à 1 000 €, qui est le seuil de pauvreté. Et donc, pour financer ce rêve-là, on souhaite taxer l'ensemble des revenus à hauteur de 50% et l'ensemble du patrimoine net. Donc, c'est le patrimoine moins les dettes. Si vous avez acheté un logement à 200 000 € mais que vous avez 150 000 € d'emprunt, bah, du coup, votre patrimoine net, c'est 50 000 €. Donc, ce patrimoine-là, on le taxerait à 1%. Donc, voilà, en gros, c'est les deux grands leviers de financement de notre rêve. Et évidemment, bah, comme je disais précédemment, on a une partie qui est en fait les budgets qu'on va récupérer des prestations et allocations qui sont avantageusement remplacées par le rêve, et ça, c'est important. Et du coup, avant de rentrer dans les détails de la comptabilité nationale dans lequel on est rentré, et on va essayer de faire simple, l'idée de cette proposition de financement, qui est assez simple, 1051, enfin 1 000 € avec 50% des revenus et 1% des patrimoines, c'est la première idée, c'est de dire que c'est possible. En fait, on nous répond souvent que c'est impossible et nous, on répondait que c'est un choix politique. Et donc là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, c'est possible. Et derrière, il faut que ça soit discuté démocratiquement et un revenu universel, de la même manière que sa mise en place doit être discutée, la manière de le financer doit être discutée. Mais nous, c'est plus un pavé qu'on jette dans la mare en disant, vous voyez, c'est possible et c'est toujours plus simple de venir critiquer un premier jet que de parler de manière théorique. Donc voilà, un premier jet critiquable à souhait. Donc on peut commencer sur la gauche avec les sommes à percevoir. Le budget annuel du rêve, donc notre revenu universel idéal. Donc, il faut 1 000 € par mois par adulte et 500 € par mois par enfant. Donc, ça, c'est notre proposition. On a la population française adulte-enfant, donc on en arrive à 710 milliards, enfin 711 milliards à collecter. Notre imposition qu'on propose, donc les 50% plus les 50% sur le revenu et 1% sur le patrimoine, on ne veut pas que ça fasse doublon avec des impôts actuels. Donc, on propose de supprimer l'impôt sur le revenu, l'ISF, il y a quelqu'un qui s'en est chargé entre-temps, et la taxe foncière pour pas que ça fasse doublon. Mais en fait, ces sommes-là, elles servent à financer actuellement des choses. Donc, il faut les rajouter à la somme qu'on doit aller chercher. Donc, ça fait 711 plus ces 105 milliards. Et il y a des allocations qui sont supprimées parce que le rêve serait mieux disant. Donc ça, c'est le RSA, les APL et les prestations familiales. Donc ça, c'est des sommes en moins à aller chercher parce que le rêve s'occupe de financer ça. Donc, in fine, on en arrive à devoir à récolter 741 milliards d'euros. Donc, je fais des arrondis, des gros arrondis, parce que là, c'est des millions quand même, mais voilà, c'est pour plus de compréhension. À partir de là, le revenu disponible brut des ménages, donc ça c'était en 2015, il est de 1 352 milliards. Les allocations actuellement remplacées, il faut les rajouter, parce qu'il faut les soustraire, pardon, parce que ça, ce revenu disponible brut des ménages en 2015, c'est à la fois les revenus d'activité et aussi les revenus d'allocation. Donc, pour bien avoir notre assiette fiscale, il faut partir donc du revenu des ménages. Il faut soustraire les allocations actuelles qu'on va remplacer parce qu'elles n'existeront plus. Il faut ajouter par contre les impôts actuels remplacés parce qu'on ne les prélèvera plus. Et donc, on en arrive à A moins B plus C, qui est la nouvelle assiette fiscale de 1 382 milliards d'euros, qu'on se propose de taxer à 50%. Donc, on en arrive à 691 milliards. Et le patrimoine net des ménages, qui est de 10 692 milliards, qu'on propose de taxer à 1%. Donc, on en arrive à 107 milliards, ce qui nous fait un montant total récolté de 798 milliards, avec un bénéfice net de 57 milliards qu'on vous laisse utiliser à votre guise. Mais voilà, du coup, pour dire que c'est possible et que cette première base, ça change totalement la vision qu'on a de la société. On passe d'une société
où on va aider ceux qui n'y arrivent pas, voire les stigmatiser, on a tout ce discours sur l'assistanat, à une société qui fait confiance à tout le monde, qui distribue ce revenu universel, qu'on appelle aussi de temps en temps revenu d'existence, et ceux qui réussissent le mieux économiquement, parce qu'on peut réussir en dehors de l'économie aussi, ceux qui réussissent le mieux économiquement autofinanceraient leur revenu universel, voire en financeraient d'autres. Donc, une fois qu'on présente ça, on a souvent le premier retour de dire attention, est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est un impôt proportionnel. Donc, c'est susceptible de discussion. On peut imaginer quelque chose de plus progressif, mais nous, on voulait faire une proposition simple pour pouvoir en discuter. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec un impôt proportionnel, donc deux impôts proportionnels, donc qui sont à la fois sur les revenus et les patrimoines d'un côté, et une somme fixe de 1 000 euros, en fait, si on met les deux bout à bout, on en arrive à quelque chose qui devient proportionnel. Donc, pour illustrer ça, on vous a proposé la conséquence concrète sur 3 ménages. Donc là, pareil, tu peux mettre en plus gros comme ça. Donc, la première famille qu'on vous propose de voir quel impact ça a sur elle, c'est la famille pas évident, qui gagne 12 200 euros par an, donc à peu près un peu plus de 1 000 euros par mois, et son patrimoine net, il est de 1 200 euros. Donc, elle, la contribution qu'elle aurait au rêve, elle est donc de 50% des 12 000 plus 1% des 1 200, elle est de la troisième ligne de 6 112 euros. Après, on a une deuxième famille qu'on appelle la famille classe moyenne qui gagne à peu près 4 000 euros par mois et a un patrimoine d'à peu près 150 000 euros. Donc, elle, on voit qu'elle contribue au rêve à hauteur de 26 000 euros. Et une dernière famille à l'aise qui a des revenus de un peu moins de 9 000 euros par mois et un patrimoine de plus de 600 000 euros. Et donc là, on voit que sa contribution au rêve serait d'environ 59 000 euros, en sachant que pour comparer des choses comparables, on a fait le choix de comparer des familles qui sont toujours composées de 2 adultes et d'un enfant. Donc là, on nous dit, ah mais oui, mais vous pouvez commencer, vous prenez beaucoup d'argent, enfin c'est limite spoilateur, sauf que ce qu'on oublie à ce moment-là, c'est que toutes ces familles-là, elles reçoivent de l'autre côté 30 000 euros. En fait, toutes ces familles-là reçoivent 30 000 euros. Elles reçoivent donc 12 000 euros par adulte, ça fait 24 000 euros, plus 6 000 euros par enfant, donc ça fait 30 000 euros, ce qui nous donne, in fine, une balance finale pour la famille pas évident, donc qui est bénéficiaire de ce dispositif-là à hauteur de 24 000 euros. La famille classe moyenne bénéficiaire à hauteur de 3 600 euros et la famille à l'aise contributrice à hauteur de 29 000 euros. Et je crois que dans le livret, on a calculé le pourcentage qui revient à une taxation d'à peu près 29% sur les revenus, qui est quelque chose qui se fait actuellement avec l'impôt sur le revenu actuel. Sachant qu'il y a le patrimoine, en fait, il y a l'équivalent de la taxe foncière qui est comprise dans ce montant-là, du coup. Et donc, du coup, ces 3 familles, elles ne sont pas si fictives que ça. Donc, vous pouvez le comprendre avec les noms qu'on a mis, les noms de famille qu'on a choisis. Et en fait, les revenus initiaux des ménages français en couple avec enfants, ainsi que le patrimoine net moyen des ménages français qui se situent, en fait, la famille pas évident, elle représente les 10% des Français les plus pauvres en moyenne. La famille classe moyenne, c'est la moyenne des Français qui sont entre le 5e et le 6e décile, donc qui sont juste au-dessus en fait, des 50%, donc juste ceux qui sont au milieu de la classe moyenne, on va dire. Et la famille à l'aise, elle reprend les Français qui sont entre le 90 et 95% les plus hauts. Donc, ce n'est pas les 5% les plus riches, c'est les 5% d'en dessous. Donc voilà, pour avoir un peu les chiffres en tête et pour pas que cet exemple soit totalement décorrélé de la réalité. Et donc pour conclure, ce pourquoi on propose ce rêve, en fait c'est justement qu'on présente comme un outil pour la transition. En gros, c'est à la fois un outil pour la transition sociale, puisque par la redistribution notamment, on a plus de justice fiscale et puis on enlève cette stigmatisation qu'on peut avoir envers les plus précaires
en leur demandant régulièrement, notamment combien ils gagnent, est-ce que c'est sûr qu'ils ne gagnent pas assez, et en leur demandant de la paperasse régulièrement. Ensuite, c'est un outil pour la transition écologique, puisque ça permet, comme on le disait au début, de faire un pas de côté et de pouvoir réinterroger notamment sa vie, sa consommation, tout ça. Et puis, ça donne la possibilité de créer un couple taxe carbone revenu universel qui serait pas, qui mettrait pas en difficulté les plus précaires, puisque souvent, c'est ce qu'on dit quand on dit qu'on veut mettre en place une taxe carbone, c'est que les plus précaires, ils vont souffrir de ça parce que ça va augmenter leur coût de la vie. Donc là, avec ce revenu universel-là, on peut avoir plus de justice par rapport à ça et donc vraiment engager une transition. Et puis enfin, ça permet une transition démocratique parce que ce revenu universel-là, à hauteur de 1 000 euros, ça permet potentiellement de dégager du temps, à la fois pour s'informer et pour participer à la vie citoyenne. Parce qu'en gros, aujourd'hui, c'est principalement soit des fonctionnaires qui peuvent se mettre je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un peu en pause pour pouvoir participer à la vie publique. Soit c'est des médecins, des avocats ou des retraités qui vont avoir soit des revenus importants, soit du temps libre, et qui vont pouvoir du coup s'engager en politique sans avoir peur soit de ne pas être élus et donc que la campagne leur coûte du temps, soit à la fin du mandat de pouvoir retrouver une activité. Et donc voilà, ça permet finalement à plus de monde de pouvoir s'engager. Et donc ça en fait un outil qui est favorable à la transition sociale, écologique et démocratique.